C'est une histoire méconnue, incroyable. Il y a 45 ans, le 31 juillet 1972, Gene et Melvin McNair, sympathisants des Black Panthers, détournent un avion de ligne Détroit-Miami avec 86 passagers à bord. Ils veulent fuir le racisme, participer à un grand mouvement d'émancipation. Une photographie tout aussi incroyable immortalise la scène. Elle montre un officier du FBI en slip portant une valise avec une rançon d'1 million de dollars sur le tarmac de l'aéroport de Boston. L'historien Sylvain Pathieu a retracé le parcours de Gene et Melvin McNair dans un livre. Ça s'appelle « Nous avons arpenté un chemin caillouteux », édition Plein Jour. Merci d'être avec nous, Sylvain Pathieu. C'est une histoire, disons-le, tombée dans l'oubli en France, mais pas seulement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de la raconter ? Je l'ai raconté parce que j'ai un ami américain qui est universitaire, qui est spécialiste de la France, qui s'appelle Tyler Stovall et qui est afro-américain. Ouais. Et c'est lui qui m'a raconté cette histoire incroyable. Et ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est tout ce qu'elle disait de cette époque, de ces années 70, à la fois aux États-Unis, mais aussi en France. Et puis c'est une histoire, ces panthères, ces panthères noires, elles ont sauté par-dessus l'Atlantique. Et c'est une histoire qui raconte aussi ce que c'est qu'être noir en France et aux États-Unis à cette époque-là, et un peu maintenant également. Alors il est aussi question, on le verra tout à l'heure, d'Alger, la capitale algérienne, où ils vont se retrouver. Alors d'abord, qui sont au juste Melvin et Gene McNair? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors ce sont des Américains tout à fait traditionnels, qui n'ont rien de très original, si ce n'est qu'ils sont noirs tous les deux, et qui sont nés, ils sont nés à la fin des années 40, et donc ils sont tous les deux nés dans une Amérique qui était profondément ségrégée. Ils sont nés en Virginie. Ils ont vécu donc dans des quartiers, des ghettos qui étaient des ghettos noirs. Et je raconte l'anecdote, la première fois que Melvin a été confronté au monde des Blancs, qui était un monde dans lequel les Noirs pouvaient travailler, dans lequel ils pouvaient passer, mais dont il ne faisait pas partie. La première fois qu'il a été confronté, c'est avec sa grand-mère. Il allait dans un grand magasin, il voit un escalator, il monte, il bouscule une femme blanche, et aussitôt, elle l'insulte, elle le traite de négrillon, elle l'insulte. Et c'était cette première confrontation qui était une confrontation extrêmement violente. Et donc ils ont tous les deux vécu dans une société qui était extrêmement violente envers les Noirs américains. Et en même temps, ils sont peut-être la première génération qui a profité des acquis du mouvement des droits civiques. Alors, ce qui leur a permis tous les deux d'aller à l'université, par exemple. Et justement, c'est l'époque de Malcolm X, d'Angela Davis et des Black Panthers. Donc, quel est leur rapport à ce mouvement d'anticipation, à ce mouvement d'émancipation, juste avant de passer à l'acte avec ce détournement? Ils sont tous les deux sympathisants du mouvement des droits civiques, mais ils vivent une vie d'Américains patriotes sans aspérité. Melvin fait son service militaire, il est joueur de football et joueur de basket dans son université, donc il est sportif. Enfin, il a un petit peu tous les attendus qu'on pourra avoir de l'étudiant américain de ces années-là. Et en allant faire son service militaire, il part à Berlin et il se rend compte du racisme profond qui régit encore les relations entre les Noirs et les Blancs dans l'armée américaine, la profonde ségrégation. Et il se rend compte aussi qu'on va l'envoyer combattre au Vietnam, alors que, c'est ce que disait un slogan de l'époque, aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de négro. Alors que les Blancs américains, eux, le font. Et donc, il décide de déserter. Il a 2 enfants avec Gene. Il décide de déserter et donc il devient clandestin dans son propre pays, aux États-Unis. Il se réfugie à Detroit et ils fondent une sorte de communauté. Ils ne peuvent pas être militants des Black Panthers parce que, comme il est clandestin, il y a des descentes de police tout le temps à cette époque-là. Il risquerait en fait d'être arrêté et de porter tort à l'organisation. Mais avec des amis dont certains sont évadés de prison, ils fondent une sorte de communauté dans une maison avec un côté presque mystique. Et puis, au bout d'un moment, ils se disent que la seule solution, c'est de partir, c'est de quitter les États-Unis. Et comme à cette époque-là, c'est facile de détourner un avion, et ben ils détournent un avion. Et ce jour-là, nous sommes le 31 juillet 1972, il y a 45 ans, il passe à l'acte. Racontez-nous, que se passe-t-il ce jour-là ? Alors il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de portique de sécurité, il n'y a pas de contrôle pour aller dans les avions, c'est très facile. Il y avait des détournements pratiquement chaque semaine. Il y avait même une blague qui disait, parce que souvent ça allait vers la Havane, des détournements, qui disait qu'il faut toujours prendre son maillot de bain quand on prend l'avion aux États-Unis parce qu'on peut se retrouver à la Havane. Et donc il profite un peu de cette atmosphère de l'époque où
disons que détourner un avion n'était pas vu comme un acte terroriste, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Et ils embarquent avec leurs colocataires et leurs enfants, donc 5 adultes et 3 enfants qui détournent cet avion et ils décident d'aller à Alger. Alors ça peut paraître un peu étrange de vouloir aller à Alger. Pourquoi Alger? Parce qu'à l'époque, c'est vraiment la patrie de la Révolution. Il y a eu la Havane, mais c'est le pays qui a réussi, l'Algérie, c'est le pays qui a réussi à vaincre le colonisateur français. Et donc l'Alger, c'est un lieu où il y a des révolutionnaires de tous les pays. Il y a du Mozambique, d'Angola, de tous les pays qui se côtoient et qui... il y a une effervescence révolutionnaire dans ce pays-là. Et il y a aussi la section internationale des Black Panthers, qui est dirigée par un individu pas forcément très recommandable qui s'appelle Eldridge Cleaver. Et donc, leur idée, c'est d'aller là-bas. Ils ont l'impression que dans cette ville, ça va être en quelque sorte l'internationalisme incarné auquel ils pourront participer. Alors Alger donc, mais l'Algérie va refuser à l'époque de les extrader, puisque bien entendu les États-Unis les réclament pour les juger. Mais là, ils vont quelque peu déchanter tout de même à Alger. Oui, ils déchantent surtout des autres Black Panthers qui sont là-bas, qui en veulent surtout à l'argent de la rançon, mais le gouvernement algérien qui s'est rabiboché avec les États-Unis renvoie la rançon aux États-Unis. Ils sont obligés de renvoyer leurs enfants aussi aux États-Unis, parce que la vie clandestine n'est pas compatible avec le fait d'avoir des enfants. Et donc, ils voient que pour eux, l'Algérie, c'est une voie sans issue. Et ils passent en France grâce au réseau Curiel. Alors, c'est étonnant parce que Curiel, c'est... Henri Curiel. Voilà, Henri Curiel, qui était un juif égyptien communiste, qui avait fait porteur de valises pendant la guerre d'Algérie, qui avait fait de la prison d'ailleurs en France pour ça. Et c'est lui qui les fait passer en France. Donc, ils vivent clandestinement au début. Et puis, en 76, ils sont arrêtés par la DST et ils passent en procès. Mais la France refuse de les extrader. Donc ils sont condamnés pour le détournement d'avion, qu'ils regrettent d'ailleurs, c'est un acte qu'ils regrettent. Ils passent quelques années en prison et quand ils sortent, ils retrouvent leurs enfants et ils sont complètement grillés pour les États-Unis. S'ils retournent aux États-Unis, ça va être la prison à perpétuité. Et donc ils décident de rester en France, de s'installer en France. Alors justement, vous nous avez dit ce que représentait l'Algérie de l'époque pour les Black Panthers. Ce que représente, alors à l'époque cette fois pour la France, que représente la France pour les Black Panthers à l'époque et pour tous ceux qui veulent l'émancipation des Noirs américains? Et bien, il y a toujours eu une relation particulière entre la France et les Noirs américains. Parce que ça, dès le 19e siècle, ça apparaît comme un pays potentiel d'émancipation, comme un endroit où il y a une part de démocratie, une part de liberté pour les Noirs. Et même si c'est en partie illusoire, parce que ça néglige tous les aspects coloniaux, et aussi parce qu'il y avait une vraie ligne de couleur aussi dans la société française à l'époque, il n'empêche, c'est un pays qui leur paraît porteur d'espoir. Et qui se mobilise d'ailleurs à l'époque en France pour cette cause. Alors il y a des intellectuels, il y a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, il y a Simone Signoret, donc il y a vraiment une mobilisation en faveur de ces Black Panthers, une mobilisation pour dénoncer le racisme aux États-Unis. Et puis c'est aussi un pays dans lequel il y a des Noirs, il y a toute l'immigration qui vient d'Afrique subsaharienne, les gens qui viennent des Antilles aussi, c'est l'époque du BUMIDOM, Bureau des migrations d'outre-mer. Donc ils ne sont pas les seuls Noirs de France. Et en même temps, ils ont l'impression que la France regarde un peu moins leur couleur de peau. Ouais. On ne va pas te raconter la fin de l'histoire, mais il y a donc des étapes en France et notamment en Normandie. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a un documentaire diffusé par France 3 Normandie sur leur histoire. Mais comment elle a pu tomber dans l'oubli, même s'il y a aujourd'hui votre livre et s'il y a 2 films qui leur sont consacrés? Je dirais que d'abord, c'est Gene et Mel McNair, une fois qu'ils sont installés en France, ils ont plus vraiment fait d'histoire, ils sont devenus travailleurs sociaux dans leur quartier. Ils sont passés un peu de la grande histoire des Black Panthers, du mouvement pour les droits civiques, à la petite histoire de l'action locale qu'ils ont menée dans leur passé, dans leur quartier. Mais ils n'ont pas pour autant fait table rase du passé, c'est-à-dire qu'ils sont restés fidèles à leurs idéaux, ils ont joué un rôle de médiateur dans leur quartier. Et puis, je dirais que cette histoire en fait de Noirs américains qui se retrouvent en France, c'est un peu dommage qu'elle soit tombée dans l'oubli parce qu'on voit aujourd'hui les passerelles qu'on peut tirer. On voit le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Votre livre fait écho à l'actualité. On est en 2017 et vous avez ce mouvement, la vie des Noirs compte, Black Lives Matter. Il y a l'affaire Théo en France. Exactement. Il y a eu l'affaire Adama Traoré. Et c'est vrai que, bien entendu, on ne peut pas comparer les situations, on ne peut pas comparer la France et les États-Unis. Mais il n'empêche qu'il y a des questions qui sont transversales. La question des violences policières, la question du racisme aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas plaquer la situation des États-Unis sur la France. Ce n'est pas le même racisme, ce n'est pas les mêmes mécanismes institutionnels. Mais il y a quand même du racisme en France. Et être noir en France, ça ne veut pas dire la même chose qu'être noir aux États-Unis. Mais ça veut
sans doute quand même dire quelque chose. Et il y a toute une série d'éléments qui font que cette histoire, elle me semble intéressante et elle me semble en fait étonnamment résonner avec le présent. Malheureusement, parfois, parce que quand on voit que c'est Trump qui succède à Obama, ça fait un peu bizarre, mais aussi avec ce qui se passe en France avec les mouvements des banlieues qui se sont quand même solidarisés de ce qui est arrivé au jeune Théo. Quand vous dites que ce n'est pas la même situation aux États-Unis et en France, prenons les États-Unis, quand on regarde dans le rétroviseur l'histoire de l'émancipation, notamment à travers celle des Black Panthers, qui, on le rappelle d'ailleurs, ont inspiré beaucoup de monde, notamment par exemple en Israël à l'époque les séfarades, qui s'estimaient discriminés à la création de l'État d'Israël par rapport aux Ashkénazes et qui avaient créé un mouvement baptisé tel quel, Black Panthers. Aujourd'hui, comment expliquez-vous ce passé qui ressurgit constamment aux États-Unis ? Je dirais que les questions qui étaient posées par le mouvement des droits civiques, elles n'ont pas été complètement réglées. De même qu'en France, les questions qui étaient posées par le colonialisme, par le racisme, elles ne sont pas non plus complètement réglées. Donc ces questions, elles ressurgissent. Pas de manière identique que par le passé. Il y a quand même eu un président mort aux États-Unis, c'est pas rien, mais elles ressurgissent. Et puis les Black Panthers, il y avait un geste. C'est pas simplement un mouvement politique, c'est aussi un mouvement qui avait su, se doter d'images qui étaient très fortes, de manière de s'habiller, une manière de revendiquer la dignité, d'affirmer le Black is beautiful. Et cette idée de dignité, cette idée de relever la tête, je crois que c'est une idée qui est universelle en fait. Et c'est pour ça que moi, homme blanc français, j'ai eu envie d'écrire cette histoire parce que le combat de Jean et Melvin McNair, c'est un combat universel en fait. Voilà pour cet hommage donc. Merci Sylvain Pathieu. Je rappelle le titre de votre livre. Nous avons arpenté un chemin caillouteux, édition Plein Jour, collection Les Invraisemblables. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour l'invitation.